Madame, Monsieur, bienvenue à votre rendez-vous économique hebdomadaire. Ce jour, nous avons le privilège de recevoir l'ancien Premier ministre, Monsieur Raymond Dongsima, qui est par ailleurs économiste et analyste économiste. Avec lui, nous parlerons de l'impact économique et financier du Covid-19 dans notre pays et des conséquences du fait que notre pays n'est pas isolé. Notre pays est dans ce village planétaire paralysé par cette pandémie du coronavirus. Ce sera aussi l'occasion pour nous de décortiquer avec l'ancien Premier ministre son analyse qui fait état de la double peine. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Raymond Dongsima, bonjour et bienvenue à Gabon Echo. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, tous les 100 ans, la planète est confrontée à des phénomènes répétitifs liés à des pandémies fortes, ravageuses, décimant tout devant elle. En effet, après la peste de 1720, le choléra de 1820 et la peste dite espagnole de 1920, nous voici aujourd'hui confrontés par le coronavirus en 2020. Un commentaire par rapport à ce phénomène cyclique, Monsieur le Premier ministre? Non, pas spécialement. Je constate simplement qu'il y a... Vous pensez que c'est le fait du hasard? Non, je pense qu'il y a récurrence du phénomène et que, oui, nous devons nous interroger sur les raisons qui font que tous les 100 ans ou plus ou moins 100 ans, il y a un phénomène de cette nature qui frappe l'humanité. Peut-être que nos comportements conduisent à cela. Peut-être que c'est lié à l'environnement général. Je ne sais pas, je crois que c'est des gens qui sont dans les domaines soit de l'environnement, soit de l'histoire, soit de la santé, dans d'autres disciplines que celles que je connais, qui peuvent nous dire ce qui est la cause de ce que nous voyons. Mais c'est sûr que ça interpelle de constater que tous les 100 ans, un phénomène de cette nature se reproduit. Vous avez lancé le mot, Monsieur le Premier ministre, constat. Le constat, c'est que justement, ces phénomènes ne sont pas sans conséquences. Là, les conséquences, justement, sont là. Alors aujourd'hui, le gouvernement, les pouvoirs publics ont mis une batterie de mesures, n'est-ce pas, afin de lutter contre cette pandémie. Il y a par exemple le confinement. Cet aspect demeure l'une des mesures fortes qui plombent sérieusement notre économie. Alors, comment le gouvernement peut accompagner les opérateurs économiques dans ce cas d'espèce? Nous allons par exemple parler du cas des transports. Moi, j'ai mon véhicule. Aujourd'hui, le gouvernement décide, si j'ai un véhicule de 19 places, de n'en prendre que la moitié, par exemple. Et cela va jouer sur mon chiffre d'affaires. Comment, concrètement, moi, en tant qu'opérateur économique, je peux m'en sortir? Et comment la question va avoir deux volets? Et comment le gouvernement peut accompagner pour le cas du transporteur, par exemple? Et vous en savez quelque chose, vous qui êtes dans le transport aussi? Je crois qu'il faut poser les problèmes dans un ordre qui est logique. Absolument. Dans une certaine hiérarchie. Il n'y a pas d'économie sans êtres humains. Donc si nous mourons tous, toutes les questions d'économie, de rentabilité là disparaissent. La première priorité est donc celle de l'existence. Nous devons d'abord vivre pour que l'économie existe. Et nous devons vivre en bonne santé pour pouvoir produire. Parce que si nous ne sommes pas capables de produire, nous allons mourir parce que nous n'avons pas été capables de produire. Donc la santé est la seconde condition de l'existence. Et même, je dirais, une fois qu'on a dit qu'on existe, il faut qu'on existe en bonne santé. Absolument. Par conséquent, je crois qu'il ne faut pas qu'on oppose les contraintes économiques de rentabilité aux questions de santé. La santé prend absolument le dessus sur tout le reste. Il n'y a pas de dualité à ce niveau. Non, ça c'est donc ma première conviction. En tant qu'économiste, les économistes doivent se soumettre à la contrainte de santé, qui est une contrainte vraiment impérative, impérieuse. Une fois qu'on l'a violée, il n'y a plus d'économie. Maintenant, c'est vrai, une fois qu'on existe, qu'on vit, qu'on est en bonne santé, la question c'est comment allons-nous faire face aux contraintes du quotidien. Par exemple, lorsqu'on fait le confinement, oui, vous avez raison, on a besoin de se déplacer pour aller acheter soit la nourriture, soit des médicaments, soit d'aller payer de l'électricité, d'aller acheter les choses essentielles. Même si on le fait de temps en temps, on a besoin de se déplacer. Donc la question est comment on fait pour concilier, c'est-à-dire pour rendre compatible l'obligation de santé et les contraintes de la vie de tous les jours, lesquelles contraintes se traduisent en actes économiques. Parce que quand on se déplace, on a une opération de transport qui a un coût. La personne qui a acheté le véhicule doit rembourser les traites sur ce véhicule ou bien doit payer le carburant pour faire fonctionner ce véhicule, etc. Vous voyez, c'est la principale difficulté de la situation actuelle parce qu'elle est, je dirais, inédite. Lorsque vous prenez les crises que vous avez évoquées, la grippe espagnole, la peste, etc., l'économie de cette époque n'était pas structurée comme elle est maintenant. Il y a 100 ans, l'économie n'était pas structurée comme elle est maintenant. Si vous prenez la répartition de la population dans les pays, pas seulement chez nous, les gens vivaient principalement dans les campagnes et un peu moins dans les villes. Et le confinement dans une campagne est légèrement moins contraignant que le confinement en ville. Parce qu'en ville,
on n'a pas de plantation à côté de soi. On a une promiscuité, c'est-à-dire on a beaucoup de gens autour de soi. Absolument. Alors que dans les villages, on peut aller dans sa plantation, se déplacer seul. On ne risque pas de contaminer quelqu'un. Tout à fait. Donc l'économie actuelle, qui est une économie très urbanisée, où il y a beaucoup de gens qui vivent dans des zones regroupées, est une économie qui a des contraintes nouvelles. Et on voit bien que dans beaucoup de pays, on est en train d'aller vers un apport des gouvernements en cash en direction de ces populations. La question c'est, quelle est la capacité d'un pays comme le nôtre, pas seulement nous, mais les gens autour de nous, quelle va être notre capacité à venir en aide en cash directement aux populations. Vous voyez, quand on dit confinement intégral, le confinement intégral, c'est évidemment la meilleure solution. Mais ce confinement intégral a des contraintes. Énorme, vraiment énorme. Par exemple, si vous avez des gens malades, vous êtes bien obligé de les amener à l'hôpital. Je suis là chez vous ce matin parce que j'ai dû m'arrêter à l'hôpital ce matin. Donc c'est au retour de cet hôpital que je m'arrête chez vous. Vous voyez? Mais dans les autres pays, on a des systèmes suffisamment développés qui permettent d'apporter le soutien à l'intérieur de la maison. On voit même à certains endroits que maintenant, même les courses sont faites par des sociétés qui transportent et qui viennent livrer à domicile, ce qui permet aux gens de ne absolument pas sortir. Donc nous avons des environnements différents et des contraintes différentes. Et la première contrainte, pour répondre à la question que vous posez directement, celle de comment on fait pour se déplacer, comment on fait pour équilibrer. La vraie contrainte, c'est oui, le pouvoir public, c'est-à-dire nous tous, l'État, doit être capable d'apporter une contribution à chacun dans un élan de solidarité, sauf que la question c'est, en a-t-il les moyens? Oui, absolument. Oui. Et ensuite, je crois qu'il faut poser les problèmes, pas forcément en termes de responsabilité. C'est elle qui a tort, c'est elle qui a raison, etc. Il faut se poser en termes de possibilités. Comment réunissons-nous la capacité de contribuer et combien de temps pouvons-nous faire face avec ces moyens? Oui, surtout, monsieur le ministre, que c'est une pandémie, dit-on, dont on ne peut malheureusement limiter dans le temps. On peut savoir à quel moment ça va s'arrêter. On ne sait pas. Voilà. Donc, à vrai dire, nous faisons dans la spéculation. Non, on ne fait pas. On peut avoir une approche. On ne fait pas dans la spéculation. Parce que c'est pas un phénomène nouveau. Oui. Ce que nous faisons ce qui est le propre de l'être humain. D'accord. L'être humain, par nature, par définition, s'adapte. Comme le virus en face de nous d'ailleurs. Nous aussi, nous nous adaptons au fur et à mesure que les problèmes viennent. Parce qu'ils se posent d'une façon qui est nouvelle, qui n'était pas la façon dont on voyait le problème hier. Hier, au début de cette année, nous avons payé les fournitures à nos enfants. Nous avons mis à l'école. On se disait qu'on irait faire ça. On avait des projets. Et puis, intervient une situation. Une maladie apparaît. On prend les enfants à la maison. On avait un schéma, j'ai un frigidaire, je vais le charger pour mettre les provisions dedans. Voilà que les provisions vont devenir difficiles. Nous devons nous adapter. Nous allons continuellement nous adapter. Et c'est la faculté première de l'être humain, de tout être vivant d'ailleurs, c'est de s'adapter. Monsieur le ministre, il y a une question de l'esprit. Les pouvoirs publics, en ce moment, par exemple, ont décidé de fermer certains marchés, c'est-à-dire des zones d'approvisionnement. Est-ce que c'est la solution? Parce que c'est vrai que c'est lié au confinement. C'est lié au fait que l'on veut lutter contre la promiscuité, contre les contacts interhumains. Mais en fermant les marchés, nous mettons, entre guillemets, des Gabonais, des opérateurs économiques, j'allais dire, en chômage technique, mais en même temps, nous privons des ménages à s'approvisionner. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous devons nous adapter au fur et à mesure en hiérarchisant les contraintes. La première contrainte, c'est celle de l'existence. Absolument. Parce que si nous sommes tous morts, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien. La deuxième contrainte, oui, c'est qu'il faut effectivement s'alimenter. Donc, entre le moment où le problème se présente et le moment où il y a la solution, il se passe nécessairement un certain temps. Et c'est le temps que les contributions des uns et des autres doivent être prises en compte. Je veux dire que nous sommes dans le temps où on doit aller au-delà des barrières, au-delà des frontières de j'appartiens à telle classe, j'appartiens à tel camp, je suis de telle province, j'appartiens à tel groupe politique, etc. On est dans le temps où il faut mettre à contribution la totalité des intelligences et des compétences pour chercher des solutions. Parce que si on ne trouve pas les solutions, nous n'existerons plus. Quand vous posez la question des marchés, la première contrainte que le gouvernement essaie de respecter, c'est celle de l'existence. Parce que si la maladie se propage sur ces marchés, mais il n'y aura plus personne. Donc, oui, il doit prendre cette mesure. Oui, et nous avons raison de poser la deuxième question. Maintenant, comment on fait si les gens ne peuvent pas dans ce marché? Peut-être que nous allons maintenant mettre à contribution nos intelligences pour chercher la meilleure façon de distribuer le rationnement. Peut-être que nous allons vers ça, je crois. Il y a un autre aspect encore, toujours, on va dire, par domaine d'activité. Hein. Nous avons par exemple des opérateurs économiques qui ont une activité où ils louent, on va dire n'importe quoi, où ils louent un bâtiment, un bien immeuble, forcément, à de telles mesures,
si je prends le cas d'un débit de boisson, quelqu'un qui vend des boissons, alcooliques ou non, mais si ce dernier n'arrive pas à faire son chiffre d'affaires alors qu'il a une obligation, par exemple, de paiement de loyer, comment peut-il faire à partir de ce moment? L'adaptation est quand même assez difficile à ce niveau, parce que c'est pas des situations prévisibles. L'économie n'est pas faite dans l'absolu. Elle est faite dans un contexte, dans un environnement particulier. Et ce que je vous ai donné comme principe, ce que j'ai affirmé au début de cette intervention, c'est que nous sommes dans une période de forte adaptation. Il va falloir qu'on s'adapte. Et les problèmes se présentent d'une façon nouvelle. Personne, ni le bailleur, ni le locataire, n'avait imaginé il y a quelques mois, quelques semaines, que ce genre de maladie arriverait. Donc il va falloir trouver le moyen de concilier les contraintes qui sont subitement apparues. Vous avez entendu ce qui a été décidé par exemple dans d'autres pays. Bon, pour ce qui concerne les loyers industriels, les suspensions, on a suspendu les paiements des loyers industriels, puis des loyers privés. Ça c'est plus compliqué parce qu'il y a des gens qui ont un petit local en location, qui vivent que du revenu de ce petit local. Absolument. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont construit un petit local, qui est un complément de leur épargne et qui attendent que ce loyer tombe. Comment vont-ils faire s'ils ne reçoivent pas cet argent? Ne serait-ce que pour payer la SCG, pour payer l'électricité, vous voyez? Donc, je crois que personne ne peut à l'avance aujourd'hui dire voici la solution. Je pense que c'est le propre des individus de se mettre à réfléchir, à mettre ensemble les observations qu'ils font et les propositions pour que l'on trouve la meilleure solution. La meilleure solution, elle va se décliner petit à petit. À l'entame de votre intervention, Monsieur le Premier ministre, justement, vous parliez de l'adaptation. Vous avez d'ailleurs insisté là-dessus. Et vous avez aussi surtout parlé du fait que nous vivons un contexte nouveau, avec de nouveaux métiers. On parle du télétravail ou du téléenseignement. Bon, encore que, est-ce que tout le monde a les moyens, n'est-ce pas, d'avoir les outils pour se servir, n'est-ce pas, de ces nouvelles technologies, entre guillemets. Et puis, je voudrais avoir une question sous-jacente. Certaines personnes disent, et c'est visible, que certains opérateurs profiteraient de cette situation. Comment vous l'expliquez à vous en tant qu'économiste? C'est une question à deux volets. Oui, à deux volets. Oui. La première partie de la question, c'est que toute crise entraîne une remise en cause des schémas et des mécanismes sur lesquels une société fonctionnait. Et à la fin de la crise, le processus de chamboulement va conduire à de nouveaux équilibres, de nouveaux mécanismes de fonctionnement. Il faut bien savoir ça. Quand un choc comme celui qu'on est en train de vivre se produit, le monde entier va enregistrer un chamboulement de ces mécanismes de fonctionnement. Par exemple, une des leçons que nous allons devoir tirer, c'est que vous parlez de télétravail. Mais combien de personnes, même dans la ville de Libreville, combien de personnes sont connectées au réseau Internet? Presque personne. Absolument. Vous croyez que en Europe, toutes les maisons sont câblées. Donc, si le câblage en informatique, en Internet d'une maison en Europe fait partie de l'installation standard ordinaire. Quand quelqu'un s'installe à la maison, autant il trouve l'électricité, il trouve la prise d'Internet et c'est fini. Chez nous, c'est encore un luxe. Chez nous, c'est un luxe. Donc, comment parler de télétravail chez nous lorsque la connexion Internet est ce qu'elle est? C'est-à-dire, elle est encore embryonnaire. Elle est encore le fait de quelques personnes seulement. C'est pas une question de critiquer, c'est une question de constat. Nous prenons un constat et nous voyons, est-ce que cette hypothèse-là est réaliste pour nous? La réponse est, en principe, pas vraiment. Oui, il y a des domaines chez nous maintenant où c'est jouable. Les banques, peut-être les assurances, on peut contacter la banque pour avoir la position de son compte, etc. Oui, il y a des opérations, certaines opérations peuvent être faites maintenant par le réseau Internet. Mais pour le reste, regardez tout le système éducatif. Nous mettons les enfants à la maison. Mais même si les enseignants étaient capables de dispenser des cours par Internet, combien d'enfants dans leur maison ont accès à l'Internet? Ont accès à un débit, à l'Internet d'abord, et un débit qui est capable de supporter un cours qui va durer 5 heures, 6 heures. Donc on voit bien que cette solution n'est pas jouable, sauf à aller vers une discrimination forte, parce que quelques enfants pourraient avoir le très bon débit, et les autres pas du tout de débit. Et combien de fois vous allez dans un cybercafé dans la place et simplement la première commande que vous passez, vous attendez 5 minutes avant qu'elle vienne. Donc si on prenait ça comme règle, on voit bien que ça ne serait pas jouable. Par conséquent, il faut que l'on réfléchisse. Et quand on va sortir de la crise, on va voir que les ordres de priorité vont changer. On va se dire, dans le futur, si un événement comme celui-ci devait se reproduire de nouveau, une des portes, un des moyens permettant de s'en sortir, c'est la connexion Internet, donc elle doit devenir une priorité. Si je vous souviens, Monsieur le Premier ministre, en fait, cette situation devrait faire école, c'est-à-dire devrait nous enseigner sur des nouvelles dispositions à avoir. La crise va nous amener à revoir parce qu'elle elle provoque des changements des mécanismes de fonctionnement. Elle va obliger la société, toutes les sociétés, pas seulement la société gabonaise, mais toutes les sociétés à se reconsidérer différemment.
Maintenant, vous dites certains font des bénéfices à l'occasion de la crise. C'est aussi le propre de la crise. Parce que, comme je l'ai indiqué, les mouvements qui sont provoqués à l'occasion d'une crise entraînent un déplacement des opérateurs, un déplacement des priorités, un déplacement des causalités, et à la fin, de nouvelles opportunités apparaissent, et les plus rapides, les mieux placés par rapport à l'environnement, se retrouvent évidemment en bonne position. Aujourd'hui, on a besoin de communiquer avec les parents. Si on dit qu'il ne faut plus se déplacer, on a au moins besoin de téléphoner à son enfant, à sa soeur, à son père pour dire comment ça va, pour prendre des nouvelles. C'est évident que dans ces conditions, le volume des échanges téléphoniques va augmenter et les opérateurs économiques vont en tirer profit. C'est évident. On ne peut pas le leur reprocher. On peut peut-être attendre qu'ils baissent les coûts de la consommation, mais leur volume d'activité va augmenter. Ça, c'est évident. Mesdames, Messieurs, vous suivez Gabon Echo. Gabon Echo, nous le disions tantôt, reçoit ce jour M. Raymond Dongsima, qui, je vous le rappelle, qui est Premier ministre au Gabon, économiste, analyste économique, et qui écrit aussi beaucoup de publications, que ce soit en version numérique ou en version papier, mais bon, malheureusement, très peu de Gabonais sont encore enclins à aller vers l'information économique, et des fois même nous-mêmes les journalistes n'avons pas ce réflexe. Vous avez parlé dans cette situation, Monsieur le Premier ministre, de double peine. Peut-on en parler durant cette émission? Peut-on mieux comprendre? Parce que bon, le niveau de langue est déjà assez quand même élevé, dira-t-on, mais il n'est pas moins intéressant que de savoir en fait ce que vous entendez par double peine pour notre pays. Oui, d'accord. Mais je suis content que vous évoquiez en introduction le fait que j'écrive beaucoup, et j'observe malheureusement que j'ai publié 3 essais et il n'y en a pas eu un seul qui a été présenté sur un média public gabonais. Nous allons corriger ça, monsieur le ministre. J'ai été reçu sur les chaînes de télévision étrangères, TV5 Monde d'ailleurs, etc. Mais je suis étonné de voir que mes publications n'intéressent personne à l'intérieur du Gabon. Ça, c'est la première chose. Pourtant, c'est intéressant. Et la deuxième chose, c'est que parfois j'ai écrit sur des sujets sur lesquels nous avons eu des polémiques. Et vous me posez la question de la double peine. La double peine, c'est la double sanction. D'accord. Il faut bien expliquer ce que ça veut dire. C'est une double sanction. J'aurais dû mettre la double sanction. Nous avons 2 sanctions que nous sommes en train de recevoir. Lorsque les prix du pétrole chutent sur le marché international, les sociétés pétrolières gabonaises vont enregistrer des baisses de leurs profits. Pour simplifier, leurs bénéfices vont diminuer. Et puisque leurs bénéfices diminuent, ça veut dire que l'impôt que ces sociétés payent à l'État gabonais va diminuer, c'est évident. Si une société avait 10 milliards de bénéfices, elle payait 25-30% d'impôts, ça veut dire qu'elle devait verser à l'État gabonais entre 25 et 30 milliards d'impôts. La même société, si elle passe de 10 milliards de bénéfices à 5 milliards de bénéfices, ça veut dire que au lieu de payer sur 10 milliards, au lieu de payer 2 milliards et demi, 3 milliards d'impôts à l'État, elle va payer 25 à 30% de 5 milliards. Donc le montant a considérablement diminué. C'est une première sanction. C'est une sanction, appelons ça comme ça, au sens économique du terme, on est sanctionné, même si on n'a pas fait de faute. C'est une peine c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de peine. On comprend mieux, monsieur le ministre. Bon, maintenant, on a une deuxième sanction. C'est que il y a 2 ans, en fait c'était en 2017 et ça a été mis en application en 2018, on a pris 2 textes réglementaires au niveau de l'État pour modifier la structure des prix des carburants à la pompe. Et lorsque cette disposition a été rendue publique, lorsqu'elle a commencé à fonctionner, j'ai publié 3 posts. Cette fois-ci sur mon compte Facebook, 3 fois, le 1er juin, le 7 juin et le 12 juin, j'expliquais que le mécanisme qu'on utilisait n'était pas bon. Et il n'était pas bon non seulement parce que l'État contribuait à alourdir, à amputer le pouvoir d'achat des ménages, parce que quand les prix sur le marché, les prix du pétrole augmentent, ça entraîne pour les entreprises un renchérissement des produits qu'ils fabriquent, et donc ces produits-là sont plus chers sur le marché. Mais si dans le même temps, l'État augmente les prix du carburant, ça veut dire que le ménage paie déjà les produits plus chers d'un côté, et parmi les produits qui paient plus cher, il paye aussi l'essence pour se déplacer de chez lui à son lieu de travail, etc. Il paye ça plus cher systématiquement. Et je disais, ce n'est pas une bonne chose de faire ça. Et j'expliquais notamment que dans la structure des prix, en fait, l'État se payait lui-même. Parce que chaque fois, quand on regardait les éléments qui étaient dans la structure des prix, on voyait que à peu près 20% du prix final, c'était des taxes que l'État se donnait. Donc, plus l'État augmente les prix du carburant, plus il touche un impôt qui est important. Sauf que maintenant, et je l'ai écrit, bien écrit noir sur blanc, quand les prix baisseront, ce sera la double peine. Et aujourd'hui, nous sommes en présence des prix qui baissent. Et donc, l'État va enregistrer une moins-value, c'est-à-dire un manque à gagner
du côté des sociétés pétrolières parce que les prix baissent. Si on était sur une hypothèse de prix à $50 le baril et qu'on est à $25 le baril, c'est forcément que les sociétés vont avoir moins de bénéfices et l'État va avoir moins d'impôts sur ces bénéfices-là d'un côté. Mais comme l'État a mis aussi en place un mécanisme dans les prix du carburant qui dit que lui il gagne quand les prix augmentent et qu'il paie quand les prix baissent, donc maintenant il doit baisser les prix. En principe, et nous on devait le ressentir. Non, c'est pas en principe, il va le faire, c'est ce qui est la réglementation. Ça va venir, bon, il y a quand même un petit délai entre le moment où... Mais quand ça augmente, on a l'impression que le délai est très court. Voilà, mais en ce qui concerne maintenant, si on respecte nos propres règles, la réglementation en cours, fatalement, les prix à la pompe vont baisser. Et pas un peu, ils vont baisser significativement. Donc nous avons une double peine. On perd du côté des sociétés, et on perd sur l'argent qu'on gagnait sur les prix à la pompe. Alors que c'était plus simple d'avoir un prix moyen, bon, qui ne suit pas toutes ces secousses-là et qui aurait servi un peu aujourd'hui d'amortisseur parce que en ayant moins d'impôts, mais au moins à la pompe, on n'avait pas cette perte-là. Et malheureusement à l'époque, quand j'ai publié ça, les gens ont dit, oh, c'est une hypothèse de code, il a fabule, etc. Et j'avais dit, ça arrivera. Pourtant, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, monsieur le Premier ministre. C'est bel et bien arrivé, malheureusement. Qu'est-ce qui avait motivé cette vision des choses, monsieur le Premier ministre? C'est l'analyse économique pure. J'analysais une structure de prix et je constatais que c'était une erreur de politique économique de faire ça. D'ailleurs, vous savez, j'ai souvent combattu la structure des prix parce que j'ai vu des papiers qui ont été publiés par les uns et les autres qui disaient que, et qui disent toujours, voilà, le carburant coûte plus cher au Gabon qu'au Cameroun ou en Guinée équatoriale. Le gaz, moi je peux le confirmer. Etc. Oui, mais est-ce que nous comparons bien les mêmes choses? C'est peut-être là la question. Mais dans les articles dont je parle, là, je l'avais écrit, dans le prix du carburant au Gabon, il y a la vignette automobile, par exemple, et il y a d'autres éléments qui n'ont pas forcément un lien direct avec le prix réel du carburant. Donc, comme les gens ne faisaient pas preuve de civisme et n'allaient pas spontanément payer la vignette, etc., à partir de 1987, lors de la première crise de 85-86, à partir de 1987, on a inclus dans le prix du carburant la vignette. Donc, avant d'aller comparer, il faut déjà comparer. Il faut d'abord extraire la composante vignette automobile qui est dans le prix du carburant pour pouvoir s'assurer que, effectivement, nous sommes plus chers que la Guinée équatoriale. Nous avons mis en place un mécanisme de recouvrement qui est certainement même critiquable, parce que même celui-là, je l'ai critiqué, dans la mesure où, en fait, les gens qui arrivent, qui sont des familles modestes, qui n'ont pas les moyens de s'acheter, de payer un logement au centre-ville de Libreville, c'est-à-dire qui habitent très loin de leur lieu de travail, en périphérie, ils payent une vignette automobile à l'intérieur du carburant qu'ils payent pour se déplacer, ils payent un coût du transport qui est beaucoup plus élevé que ceux qui ont déjà l'avantage d'habiter juste à côté de leur lieu de travail. Donc, en fait, ils ont un pouvoir d'achat qui est entamé beaucoup plus fortement, simplement parce qu'ils habitent loin, ce qui n'est pas leur faute. En fait, il y a peut-être aussi un problème de communication, monsieur le Premier ministre. Moi, je découvre, pourtant, bon, on fait un peu... C'est un problème d'analyse économique. Non, mais par rapport à la vignette, par exemple, c'est une information que on a l'impression qu'il n'a pas vraiment été rendue publique pour que le commun des Gabonais le comprennent. Non, mais il y a longtemps. On parle des affaires de 1987. Certains n'étaient même pas nés quand ça a été structuré comme ça. Puis voilà. Mais est-ce que cette situation ne peut pas, parce que c'est justement, c'est dans le cas des entreprises pétrolières, si elles subissent la double peine au même titre que les ménages, est-ce que ça ne pourrait pas créer encore du chômage technique ou encore d'autres formes d'inflation? Non, les sociétés pétrolières, elles ne subissent pas la double peine. Elles ont la peine directe que le marché est en train de s'effondrer. Donc elles vont avoir moins de bénéfices là-bas. D'accord. Pour elles, c'est là-bas que se trouve le problème. Ce que ça peut avoir, ce que ça va avoir comme conséquence, c'est certainement, si ça dure, un ralentissement de leurs investissements. Ça, c'est évident. Et vous savez que les coûts d'exploitation ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des gisements. Absolument. Donc pour certains gisements, les coûts étant plus élevés, ils ne sont pas intéressants lorsque les prix sur le marché international baissent. Par conséquent, si les prix restent bas longtemps, oui, on peut s'attendre à ce que ces sociétés-là ne continuent pas à investir dans ces domaines-là. L'autre conséquence qui est prévisible, c'est que peut-être que ça va entraîner des plans de restructuration. C'est-à-dire, les entreprises vont arrêter les activités qui ne sont pas absolument nécessaires. Ce qui peut entraîner, parlons de possibilités, ce qui peut entraîner des mises en chômage, soit techniques, soit totales, dans ces domaines. Et ça ne peut que contribuer à dégrader encore plus la situation sociale dans son ensemble. Monsieur le ministre, permettez qu'on touche un aspect assez... On va se mettre du côté des pouvoirs publics, du côté de l'État. Si cette crise perdure avec l'État qui est suffisamment déjà asphyxié, qui connaît quand même des problèmes énormes, est-ce que l'État gabonais qui dépend, on va dire à 90% des recettes pétrolières, ne pourrait pas avoir des difficultés, on va dire les choses clairement, mais pour payer les fonctionnaires gabonais par exemple?
Et cette asphyxie ne peut pas l'étrangler à tel point que l'on se poserait des questions à ce niveau. Bon, l'État ne dépend pas à 80% des recettes pétrolières, c'est un peu moins. Cela étant, personne ne sait combien de temps ça va durer la situation actuelle. On ne sait même pas si on est déjà touché le fond ou si on continue, on va continuer à plonger. On peut continuer à voir les prix du pétrole baisser, c'est une possibilité. Et terrible, mais c'est une possibilité. Comme on peut continuer à voir la crise sanitaire s'amplifier et entraîner, qu'on le veuille ou non, un arrêt de fait de l'activité. Je veux dire que c'était hier, je pense qu'à tort ou à raison, un journal évoquait un cas de maladie liée à cette épidémie sur un champ pétrolier. C'est évident que si sur une plateforme pétrolière, sur un site de production, des gens sont malades, ils vont devoir ralentir, voire même arrêter la production. Arrêter. Donc ça peut avoir des conséquences. À ce stade, je crois que c'est trop tôt pour pouvoir se prononcer sur ce qui va se passer. Et je pense pas que là, à 1 mois, 2 mois, 5 mois, on soit en danger du point de vue des paiements, des salaires, des choses comme ça. Non. Mais c'est évident que si ça dure. Sachant quand même le caractère, justement, le caractère dépendant, n'est-ce pas, du budget de l'État par rapport au pétrole, aux recettes pétrolières. Oui, mais l'État arrêtera d'autres. Avant, je pense que les salaires seront la dernière composante que l'État touchera. C'est le bon sens qui me fait dire ça. Je pense que entre arrêter un chantier, malheureusement, même si c'est utile, et arrêter de payer les gens, on arrêtera d'abord un chantier, puis on arrêtera autre chose. Je pense que les salaires seront la dernière composante éventuellement touchée. Si la situation justifie ça, si elle perdure longtemps. Oui, mais est-ce qu'au lieu, par exemple, d'un arrêt, on va dire de salaire, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une diminution à un taux? Est-ce qu'une analyse, un travail ne peut pas être fait là-dessus? On peut faire prévenir parce que vos publications nous enseignent tellement, nous interpellent. Je crois que le gouvernement va mettre en route des équipes de travail pour balayer les scénarios. D'accord. Je pense que c'est ce que tout le monde fait. C'est pas le propre du gouvernement gabonais, c'est tout le monde fait ça. Et je crois que les services techniques dans les ministères ont probablement déjà commencé ou vont commencer à balayer les hypothèses. Monsieur le Premier ministre, moi je voudrais revenir sur quelque chose. On parle souvent de la baisse du train de vie de l'État, mais c'est pas souvent palpable. Comment vous l'expliquez, vous qui avez dirigé quand même ce pays en tant que Premier ministre? Ce n'est pas palpable, c'est-à-dire aujourd'hui, nous le disons à l'occasion de la pandémie du coronavirus, mais c'est quelque chose de réel. Les pouvoirs publics parlent toujours de la baisse du train de vie de l'État, mais concrètement, les ménages, le Gabonais lambda ne le ressent pas. Je vais prendre un exemple concret, monsieur le Premier ministre. L'achat, par exemple, des véhicules de fonction, des hauts cadres, c'est des véhicules qui coûtent très très cher. Est-ce que, par exemple, rien qu'à ce niveau, par rapport à cet aspect, on ne peut pas commencer à faire des petites économies au lieu d'attendre que les choses ne se compliquent? Bon, j'aime donner comme exemple pour permettre aux gens de comprendre. J'aime montrer, vous voyez, nous sommes ici au bord de la mer, il y a des bateaux au large. L'État, c'est comme un grand bateau que vous voyez passer au large. Si vous demandez à un gros bateau de tourner, il a besoin d'un rayon d'action qui tourne avant que vous voyez qu'il a tourné. Nous, ce qu'on veut, c'est immédiat. C'est-à-dire, on lui tourne, il tourne. Et c'est pas possible de tourner de façon instantanée. Que ce soit un gros avion, un gros bateau, il a besoin d'un rayon, même une grosse voiture, un gros camion. Il a besoin, même si on lui a déjà dit d'arrêter maintenant, il a besoin d'une certaine distance pour ralentir, organiser le retournement et revenir dans une position de départ. Souvent, nous ne voyons pas les effets des mesures qu'on annonce parce qu'on voudrait qu'elles soient instantanées. Ce qu'on voudrait, c'est que si on a dit que l'État réduit le train de vie aujourd'hui, ce qu'on veut voir demain, c'est que quelque chose a déjà changé. Mais parfois, les voitures dont on parle, elles ont été commandées l'année dernière. Il arrive que parfois même, elles soient déjà là et qu'elles soient simplement en cours de livraison ou bien que les livraisons soient en retard. Cela étant, la question de la réduction du train de vie de l'État est sérieuse. Elle mérite d'être posée. Je crois qu'elle fait partie des questions qui ont besoin d'un consensus large, national. Parce que ce ne sont pas des questions sur lesquelles on peut trancher sans conséquence. Il faut que l'on arrive à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est superflu. Absolument, parce que là, vous me précédez, monsieur le Premier ministre. La réalité, c'est qu'on a l'impression souvent que les pouvoirs publics s'engagent des fois dans des dépenses superflues. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Par exemple? Écoutez, les nombreux séminaires qui coûtent très cher. Quand on a la possibilité d'avoir un regard sur les factures que cela coûte, pourquoi aller à la Pointe-Denis? Je ne vais pas citer d'autres structures touristiques, mais qui coûtent. Je vais être un peu dur, mais il faudrait que l'on le dise. C'est ce que le monsieur le Président de la République nous demande de faire. D'être franc et d'être direct dans ce que nous faisons. Bon. Il y a, malheureusement, dans le constat que nous faisons, on va dire des dépenses superflues qui sautent aux yeux. Et on a même peur. Si je commençais à dire qu'il n'y a pas de dépenses superflues, je ne serais pas sérieux. Je vous dis simplement, il est nécessaire que certaines décisions soient prises de façon consensuelle. Mais pas un consensus imposé, parce que c'est plus du consensus, mais un consensus qui résulte d'une discussion ouverte, claire, et on voit
le bien fondé de la chose. Bon, par exemple, lorsque le ministère de la Santé va à des séminaires, à des colloques, dans le passé, est allé dans le passé à des séminaires, des colloques sur la santé publique, ceux-ci sont allés au Kenya, sont allés au Nairobi, des épidémies là-bas, etc. Certains trouvaient que peut-être c'était superflu. Sauf quand arrive le problème comme il est là maintenant, où on a besoin d'avoir des gens qui ont approché des zones où des phénomènes de cette nature se sont produits et qui ont tiré des expériences de ces phénomènes. C'est là qu'on se dit, ah, mais c'est important. Or, ce n'est pas en instantané que l'expérience est acquise. C'est au cours de différentes rencontres qui ont eu lieu par le passé. Ce qui est vrai pour la santé est vrai pour l'économie, etc. Vous avez raison, on doit se poser la question. Tous les séminaires sont-ils utiles? Ça, c'est une question. Mais dans ce cas-là, c'est une raison supplémentaire pour en débattre collectivement et arriver à une situation où on dit, bon, voici les normes, les critères qui permettent de déterminer ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Je pense. La question soulevée est pertinente. Oui, il y a des économies à faire. Mais il faut les identifier de façon à ce que, par la suite, quand il y aura un manquement, quelqu'un ne vienne pas faire le reproche aux autres que c'est vous qui avez fait comme si, etc. Parce que, comme on le dit, la victoire, elle a beaucoup de pères. Elle a de frères, cette orpheline. Quand il y a un problème, on dit, ah, mais c'est elle. Ce n'est plus tout le monde. Il faut que ça soit quelque chose que nous partageons. Mais globalement, vous avez raison. Nous avons besoin, je le dis suffisamment sur mes papiers, nous avons besoin de réduire, nous avons besoin de réduire la taille de l'État, le volume d'intervention de l'État, parce que quand les problèmes surviennent, on voit bien que maintenant, il faut faire des économies et c'est jamais bon de faire des économies dans un cas de panique. Parce qu'à ce moment-là, on fait tout et n'importe quoi et peut-être pas ce qui est le mieux. Alors, c'est le coronavirus qui nous amène ici avec tout son corollaire de conséquences. Il y a des problèmes qui se posent. J'ai envie d'en prendre deux. Nous savons que l'une des mesures évoquées par les spécialistes du domaine sanitaire, c'est se laver les mains avec un certain nombre de produits et tout le reste. Nous avons découvert il y a quelques jours qu'au niveau du Gabon, nous fabriquons de liquide hydroalcoolique, produit en coque. Ce produit ne se retrouve pas sur le marché. Nous avons vu, c'est passé au niveau de la télévision nationale Gabon Première, pour ne pas citer mes confrères. Mieux, l'accès à l'eau devient encore problématique. Vous êtes spécialiste en économie. Comment la personne qui vit dans une zone reculée, peut-être pas forcément reculée, au centre-ville, le libre-ville, les gens manquent d'eau. Comment vous, en tant qu'économiste, vous expliquez que ce foyer puisse lutter contre cette pandémie alors qu'elle n'a même pas accès à ce minimum? Le sont même à la limite le côté des produits hydroalcooliques. Non. Fabriqués au Gabon mais qu'on ne trouve pas sur le marché. Là, vous avez soulevé deux questions. L'une est une question économique et l'autre est une question de santé. Elles sont liées, monsieur le Premier ministre. Oui, mais je ne peux répondre qu'à la question économique. Restons en économie, monsieur le Premier ministre. Il y a un problème avec la zone économique d'Angkok et que personne jusqu'à présent ne veut aborder. C'est que nous avons une production qui est en train de se développer encore, ce qui est une excellente chose, mais une grande partie de cette production n'est pas disponible ni visible sur le marché national. C'est inexplicable, monsieur le Premier ministre. Alors, certains disent que ce sont les taxes de mise en circulation sur le marché national qui sont en cause. Peut-être, mais un fait est que il y a des produits qui sont sur notre marché, qui sont dans cette zone, et ces produits-là ne sont pas disponibles chez nous. Je vais aller plus loin, ça vous coupez, gardez le fil de votre idée, monsieur le ministre. Mais plus loin, il y a des produits qui sont importés, qui coûtent moins cher par rapport à ceux qui sont fabriqués en coque. On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Mais si les produits qui sont fabriqués en coque coûtent plus cher que ceux qui sont importés, comment sont-ils compétitifs alors? Bon, on a l'impression que finalement, le coque, c'est pas fait pour les Gabonais. Alors, comment on peut l'expliquer? Justement par rapport à la compétitivité, sachant que la moitié des entreprises qui s'y sont installées, qui sont établies, sont des entreprises étrangères. Pas la moitié, la quasi-totalité. La quasi-totalité, bon, pour ne pas le dire. Oui. Je pense que, je l'ai indiqué au début, une crise, c'est une occasion qui conduit à s'interroger sur une situation. Je crois que la situation actuelle va nous amener forcément à nous interroger sur le fait, des observations que l'on fait sur la disponibilité ou la non-disponibilité des produits qui sont fabriqués en coque et sur les conditions de mise sur le marché gabonais. C'est-à-dire que si on dit que c'est trop cher pour venir sur le marché gabonais, mais ces produits vont bien sur d'autres marchés, et sur les autres marchés où ils s'en vont, combien sont-ils vendus? Est-ce que ça veut dire que ces autres marchés sur lesquels ils s'en vont sont des marchés à pouvoir d'achat plus élevé? Qu'est-ce qui fait que ces produits coûtent moins cher alors qu'ils supportent des coûts de transport pour sortir du territoire et qu'ils sont vendus sur des marchés où forcément ils supportent des frais de douane à l'arrivée dans ces produits-là? Comment est-il possible que... Toutes ces questions vont forcément être maintenant des questions dont on va débattre, dont on va discuter, et il va bien falloir, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est le moment de la réflexion, c'est le moment de mettre toutes les intelligences à contribution pour discuter de ces questions-là. C'est une bonne chose qu'un coq ait déjà la production. Maintenant, il faut voir à quelles conditions cette production peut venir sur le marché national et pourquoi cette production éventuellement se retrouve être
plus coûteuse lorsqu'on la met sur le marché national que des produits qui viendraient de l'extérieur. C'est tout ça qu'on doit se poser comme question. Monsieur le Premier ministre, notre émission tire vers sa fin. Il y a certainement des aspects que nous n'avons pas évoqués. Sur les conséquences, j'ai été franc avec vous. En fait, j'ai pas lu l'entièreté de vos publications. J'ai lu un peu à l'horizontale, comme on dit, de manière triviale. Je vous conseille de les lire. Mais il faut absolument que je le lise. Enfin, vous avez le sentiment qu'il y a des aspects que nous n'avons pas évoqués, qui sont importants pour nos auditeurs, parce qu'en fait, le plus important, c'est eux. Nous travaillons, c'est le service public gabonais. Nous travaillons pour eux. Est-ce qu'il y a des aspects que vous estimez que nous n'avons pas évoqués, que vous aimeriez bien partager avec les Gabonais, qui sont vraiment importants par rapport au contexte actuel de confinement et au coronavirus? Je tiens à redire de façon formelle que même si je suis seulement un économiste, pour moi, la première condition d'une économie, d'existence d'une économie, c'est que les individus existent. Par conséquent, la première contrainte qui est là, qui s'impose à tout le monde, y compris aux économistes, c'est la contrainte de santé. Il faut donc que tous, autant que nous sommes, nous nous soumettions formellement aux contraintes ou disons aux recommandations que le département de la santé donne sur la façon de lutter et de freiner la propagation de la pandémie. C'est absolument nécessaire. Ensuite, viennent les autres questions. C'est-à-dire, dans une période de crise, il faut voir ce qu'on peut différer, ce qui peut être reporté à plus tard. Lorsqu'il y a un problème de cette nature, il faut ralentir un peu la consommation, ralentir les dépenses que l'on fait, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et il faut bien comprendre que personne, aucun gouvernement, même les plus éclairés, n'a de réponse en instantané. Parce que les problèmes qui arrivent sont des problèmes nouveaux qui surprennent tout le monde. Il faut un temps de réflexion pour que les gens puissent formuler les propositions pertinentes. Et c'est là que je dirais qu'il est judicieux qu'on ne fasse pas d'exclusive. Il faut demander à toutes les composantes de la société, à toutes les sensibilités de la société, de formuler des contributions, d'apporter des éléments de contribution à la recherche d'une solution sur la meilleure façon d'organiser le futur. Enfin, je crois que, en ce qui concerne les confinements et les conséquences, c'est-à-dire, en réalité, la manière dont la population peut s'approvisionner, là, nous avons un problème. Parce que dans les pays où il y a déjà un très grand développement, oui, il existe des mécanismes permettant de gérer les approvisionnements à distance, de recevoir les commandes, de faire des livraisons à distance. Même les équipements, monsieur le Premier ministre. Même les équipements. C'est encore problématique, hein. L'accès à l'eau, l'accès aux masques. Oui, et ça entraîne d'autres formes d'économie. Vous voyez, le fait qu'aujourd'hui, on commence à avoir des gens qui font, dans les pays européens, on voit des gens qui font des marchés à distance, ils passent une commande, on vient leur livrer, etc. C'est une autre forme de l'activité économique qui se développe, l'activité de livraison, de stockage, d'emballage, de livraison, c'est une forme d'activité. Ça ne se fait pas en instantané. J'ai indiqué tout à l'heure que nous, on parle d'économie numérique, etc., de travail, mais nous allons voir que ça prend du temps d'avoir les équipements permettant à chacun d'accéder à égalité à un débit sur le réseau Internet qui soit compatible avec eux. Et même à un débit qui soit à des coûts abordables. Parce que chargez votre téléphone, mettez un certain volume de crédit dessus, vous voyez que dans la journée, après avoir regardé 5 ou 6 vidéos, il n'y a plus rien. Absolument. Donc, à ce coup-là... Il y a des efforts à faire quand même. Bien sûr, à ce coup-là, on ne peut pas s'en sortir. Toutes ces questions doivent venir maintenant sur la table. Mais je crois que le plus important, c'est de faire preuve de flexibilité. Parce que c'est un mot que j'aime beaucoup. Il faut faire preuve de flexibilité dans la façon de penser les problèmes, dans la façon d'analyser les problèmes, dans la façon de rechercher les solutions. Il n'y a pas de solution toute faite. Il va bien falloir que nous nous adaptions. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé d'une invite, j'aimerais peut-être boucler avec ça, une invite à Force Vive la Nation qui pourrait éventuellement contribuer à trouver des solutions, n'est-ce pas, à la problématique liée aux conséquences, n'est-ce pas, de coronavirus. Mais la forme, vous ne nous la donnez pas, monsieur le Premier ministre. Sous quelle forme cela pourrait-elle se présenter? À partir du moment où il y a le confinement, comment cela pourrait se présenter? De manière concrète, monsieur le Premier ministre. Je ne sais pas, je formule une idée. Qui nous intéresse. Je formule l'idée, mais je pense que peut-être il y aura des débats circulaires, que les gens vont se mettre sur le téléphone, en réseau pour discuter, ou bien que les gens vont écrire des choses, des contributions écrites. Parce qu'on dit les paroles s'en vont et les écrits restent. Certaines contributions les plus importantes doivent être écrites. Elles doivent être écrites sous une forme, dans un contenu, dans un schéma qui permet facilement la synthèse. Si je produis 100 pages, 150 pages, etc., qui va analyser 150 pages? Donc il faut être capable de produire dans un résumé de façon assez condensée. Peut-être que les contributions vont venir sous la forme de documents écrits, de supports écrits, qui permettront à d'autres personnes de faire l'analyse, d'échanger et de voir comment les idées qui seront ainsi avancées, quelle est la pertinence des idées qui seront avancées. Mais en tout cas, je n'ai pas une formule toute faite. Je dis simplement, à mon avis, il faut demander à tout le monde son avis maintenant.
Est-ce qu'on ne pourrait pas, Monsieur le Premier ministre, justement, casser ces barrières d'école? Parce qu'il y a aussi ces écoles, ces tendances au niveau des économistes, chacun tirant la couverture de son côté, pourtant voulant, n'est-ce pas, apporter sa contribution pour le bien de tous les Gabonais. Non, les économistes et les juristes, et d'ailleurs d'autres disciplines sont pareilles, nous vivons et nous avançons avec le débat contradictoire. C'est capital d'avoir un débat contradictoire. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut recevoir le débat contradictoire comme l'une des meilleures contributions que l'on peut faire. Qui peut arbitrer en ce cas, Monsieur le Premier ministre? Non, c'est la force des arguments. D'accord. C'est la force des arguments. C'est-à-dire que si quelqu'un avance des arguments, et on voit bien quand les autres lisent que les gens considèrent que les arguments sont logiques, ou bien considèrent que ça ne tient pas la route, et ils vont démontrer que les hypothèses qui sont formulées, les propositions qui sont faites ne sont pas solides. Et c'est en éliminant comme ça qu'on finit par élaguer pour converger vers une position qui sort d'un débat où on a enlevé ce qui est superflu, on a enlevé ce qui n'est pas solide, et on converge vers une plateforme qui est acceptable pour tout le monde. Je crois qu'en droit, ils font pareil, en économie, en médecine, partout. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, quand nous citons toujours l'exemple de la France, on voit bien le débat qui est en train de se faire entre les gens de Marseille qui sont dans une position et les autres qui disent non, et vous avez toujours d'autres qui font le rappel de la méthodologie, etc. Et les autres disent on ne peut pas continuer à faire. Donc il y a un débat contradictoire. Et c'est ce débat qui force les uns et les autres à la prudence, à la vérification de ce qu'on fait, jusqu'à ce qu'on finisse par retenir que tel résultat est pertinent, on peut le garder comme étant une contribution positive. Donc, je pense que souvent nous avons peur du débat contradictoire. À tort. Oui, parce que nous assimilons le débat contradictoire, nous le résumons à ses conséquences. Tout le monde se dit, si j'ai un débat contradictoire et que l'on montre que mon contradicteur a des arguments plus forts que les miens, est-ce que c'est pas une façon de le mettre lui en valeur? Nous ne raisonnons pas sur la contribution que nous faisons pour l'ensemble de la collectivité à laquelle nous appartenons. Nous raisonnons par rapport au fait que j'ai besoin que vous restiez là où vous êtes et que l'autre reste là où il est, et comme ça, rien ne bouge. Quand on joue au billes, quand j'ai tout petit, on joue au billes, on lance la bille comme ça, on dit rien ne bouge. Donc, on veut que l'image qui parle, hein, monsieur. Mais bien sûr, rien ne bouge. Comme ça, le jeu est immobilisé. Tout à fait. Voilà. Peut-être une dernière chose, un dernier mot, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Je n'ai pas vraiment grand-chose à rappeler. Je vous remercie de me donner l'occasion c'était un honneur pour vous. d'apporter quelques éclaircissements sur les idées et les opinions que j'ai avancées et qui permettent de comprendre un peu certains volets de la situation inédite dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'il y a un siècle que la dernière épidémie a eu lieu et aujourd'hui, nous sommes tous devant l'inconnu. Je me rappelle quand j'étais jeune étudiant, je ne me rappelle pas le nom de l'auteur, mais j'ai lu un livre qui traitait des problèmes d'entropie, d'entropie, et qui disait qu'il y avait de la logique du désordre à la nécessité des crises. Il y a une certaine logique dans les désordres et qui conduit vers des crises, et au sortir de ces crises, il y a un nouvel ordre qui se met en place. D'accord. D'accord. Et je pense qu'il faut qu'on voit comment l'épidémie est en train de nous bousculer, de nous imposer des réflexions qu'on n'avait absolument pas, de jeter des éclairages sur la façon dont nous fonctionnions. J'ai posé dans le dernier post que j'ai publié, je disais que nous allons devoir nous interroger sur les minima. Qu'est-ce que les minima? Jusqu'à présent, c'est la logique du gain et de l'équilibre qui a prévalu. Tout à fait. Mais nous voyons bien que c'est pas jouable. Le phénomène de la mondialisation a des contradictions majeures dont il faudrait bien tirer les conséquences. Pourquoi? Parce que quand survient la crise et que certains pays disent nous on ne vous envoie pas les médicaments qu'on a, comment on fait? Les équipements. Ah, il n'y a pas de gants. On attend que ce soit importé. Ah, si la Chine ne s'était pas relevée tout de suite, qu'est-ce que le monde entier ferait? C'est la Chine qui produit les équipements, qui fait les gants, etc. Dieu merci qu'elle s'est relevée très vite et qu'elle a recommencé à produire et qu'elle recommence à exporter. Mais si elle ne s'était pas relevée vite, ça aurait été une catastrophe. Si ça avait duré 15 jours de plus, que se passerait-il? Donc, il faut, je pense que des minima de sécurité existent dans tous les pays. Et dans ce qui nous concerne, ça peut ne pas être à l'échelle d'un pays. C'est un thème qui m'est favori. Je suis un grand partisan de l'intégration sous-régionale. Je la défends quand je peux. Je pense que nous manquons de réalisme, de bon sens. Mais il est clair que nous, Afrique centrale, nous avons besoin de nous asseoir et de regarder à cette échéance comment on peut avoir un minimum d'industrie pharmaceutique, un minimum de production de ces choses qui sont absolument vitales, qui ne sont pas rentables à l'échelle du seul Gabon, à l'échelle de la seule Guinée équatoriale, mais qui peuvent être rentables au niveau de la sous-région. Et ça peut ne pas être la CEMAC, ça peut être à l'intérieur de la CAC. Ou l'Union africaine, par exemple. L'Union africaine, c'est déjà un peu plus loin parce qu'on parle des régions. Peut-être que nous pouvons nous concentrer sur la région, communauté
les États de l'Afrique centrale, donc la CEAC, peut-être que ça peut être rentable dedans. Si ce n'est pas rentable au niveau de la CEMAC, ça peut l'être au niveau de la CES. Mais il faut que nous ayons dans cet espace un minimum de production qui fait que, quoi qu'il arrive, nous soyons capables d'avoir une réponse. Nous ne pouvons pas à ce point dépendre totalement du reste de l'humanité. Monsieur le Premier ministre, nous arrivons au terme de notre émission. Peut-être rappeler à nos auditeurs comment faire pour accéder à vos différentes publications. Mes publications, bon, j'en ai deux. J'ai 2 groupes de publications. Je fais des publications sur ma page Facebook. Ça, c'est facile à regarder là-bas. Pour ceux qui ont Internet. Voilà. Et ceux qui sont allés vers pays. Et j'ai publié des livres qui sont vendus dans certaines librairies. Bon, parfois, les librairies du Gabon rechignent à les vendre. Malheureusement, j'étais sur le plus l'autre jour, j'en ai vu un peu à l'aéroport, mais oui, qu'est-ce que l'aéroport, j'en ai vu. Bon, parfois, ça se vend, parfois. Merci encore, monsieur Raymond Donsima. Merci d'avoir honoré vraiment de votre présence à notre émission. Et on espère vous avoir encore assez tôt, parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à votre domaine d'activité. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Juste vous rappeler que nous recevions en ce numéro de Gabon Echo, monsieur Raymond Donsima, ancien Premier ministre, et surtout, en tant qu'économiste, qui nous a vraiment édifié sur l'impact économique et financier, n'est-ce pas, de la pandémie de coronavirus, appelée aussi Covid-19. Nous avions à la prise de son Chélie Manéa, à la réalisation Sébastien Difuta Bouboumbi, Gérard Malikou, c'est moi. Aujourd'hui, Fabien Nguyen-Kevelen n'étant pas là, étant un peu malade, n'ayez pas peur pour lui. Il n'a pas la grippe. Madame, monsieur, merci encore. Ne quittez pas votre confort d'écoute. Restez sur Radio Gabon. Merci. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.